magazine Pluriel. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal Magazine Pluriel. Au sommaire, un Togo vert, c'est l'ambition des autorités du pays. Plus de 2 millions de plants mis en terre ce 1er juin, journée nationale de l'arbre. Cette journée lance la campagne de reboisement 2024. Écho des opérations dans ce journal. Les parents sont aussi à la une ce 1er juin. Il est question de mettre en lumière leur rôle dans l'éducation des enfants. Invité du journal Magazine Pluriel, Dr Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Il évoque les problèmes d'inondation liés aux fortes pluies de ces derniers jours. Sport football, les éperviers enchaînent les séances d'entraînement dans la perspective d'une victoire face au Soudan du Sud. Une rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Autre rendez-vous du magazine Pluriel, les échos du palais et la revue de presse. La journée du 1er juin, qui marque solennellement le début de la campagne de reboisement, a mobilisé tout ce matin les autorités togolaises, presque dans leur totalité. Ministres, députés, représentants du système des Nations Unies et autres personnalités ont mis en terre de jeunes plants sur le site du camp général Nyasingbe Yadéman, le long de la lagune de Hanoukope. Juliette Kamde. C'est Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé qui a ouvert le bal de cette opération de reboisement. Sous le coup de 7h03, elle a mis un jeune plant dans un petit trou préalablement creusé qu'elle a refermé à l'aide d'une pelle avant d'arroser le plant. La chef du gouvernement a été suivie de la présidente de l'Assemblée nationale. Puis, tour à tour, les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers et autres personnalités ont planté leurs arbres. Folibazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous avons été heureux de constater qu'il y a aussi les représentants de la société civile, la chefferie traditionnelle et les différentes représentations diplomatiques dans notre pays. Cela montre que la question de l'environnement est une question qui interpelle tout le monde. Nous devons maintenant veiller à ce que ces plants qui ont été mis en terre soient entretenus pour la survie de ce qui a été fait. Nous voulons que ce soit un lieu très agréable. Et puis, on essaiera de prévoir les allées. Nous sommes très confiants parce que chaque fois que vous mettez un plant en terre, c'est que nous sommes en train d'aller vers le milliard. Ce que je voudrais rappeler, c'est que notre campagne de reboisement ne se limite pas au 1er juin. Il faut que chaque jour, l'on pense mettre en terre un plan. Le temps est bien lancé. Nous venons d'avoir toutes les informations dans toutes les villes de notre pays. C'est le même engouement. 4 différentes espèces ont été choisies pour ce site. Lieutenant-colonel des eaux et forêts Abdou Mensan, chef division forêt à la direction des ressources forestières. Nous avons divisé le site en 4 blocs. Au milieu, il y a un losange. À chaque bloc correspond une espèce bien déterminée. Donc nous avons 4 espèces principales qui sont le Terminalia catapa, le Terminalia superba, Miletia tonengi et puis le Sena siamea sur une superficie de 3 hectares. Ce n'est pas un reboisement en plein comme les plantations dans les zones rurales. La superficie totale de la bande fait au moins 17 hectares. Il est question d'un reboisement esthétique qui, à terme, couvrira les 17 hectares de la bande pour en faire un espace aménagé. Merci à vous, Juliette Kamdei. La représentation nationale était également de la partie. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadjibodi Tchegan, et les autres députés ont procédé chacun à la mise en terre de plants sur le site réservé pour la circonstance. Charlotte Ahar.
Il est 7h05. La présidente de l'Assemblée nationale Chantal Yawa Djibori Tchegan enfouille un plan, le terminalia Katapa, sous terre. Ceci sous le regard et les admirations du public. Puis s'en suivent les autres députés à l'Assemblée nationale. Dans la foulée, on pouvait reconnaître les députés Passiwe Hesso, Tchakondo Abdou Aminou, Djossou Semondi, Moussa Issifou, Adam Bounou Akwete, Uchancha Awima Atouté, Gani Kofi, Begbe Adjoa Nounou, Combatté Damtoti, entre autres. Le groupe de la société dénommée Fonds Vert pour l'environnement a mis en terre également de jeunes plants d'anacardier et de mahogany ce samedi. Il s'agit d'un suivi sur les sites des dernières années pour remplacer les plants séchés. Odette Pira. Ce suivi a été fait à Lomé sur 2 sites. D'abord le long du boulevard de la Cour d'appel où le groupe a remplacé les plants séchés ou arrachés par des anacardiers. Le suivi a continué sur le site de GTA tout au long de la clôture de l'université de Lomé en face de l'ambassade des États-Unis. À ce niveau, ce sont les jeunes plants de mahogany qui ont été mis en terre. Au total, 4000 plants dont 300 pour le Grand Lomé seront mis en terre cette année. L'objectif du groupe est de mutualiser leurs efforts et leurs moyens dans la reconstitution du couvert végétal et favoriser la protection de l'environnement. Romaric Agodivé, chef de département développement commercial à la direction générale de GTA Assurance. Les arbres aujourd'hui, le défi climatique auquel nous sommes confrontés, cette journée permet quand même aux sociétés, ou bien au fond, de contribuer également à la réduction des gaz à effet de serre aussi et puis aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés de nos jours dans le monde entier. La première chose nous revient, la responsabilité nous revient, il faudrait qu'au niveau du fonds aussi que nous fassions de notre mieux pour mettre en place un mécanisme de suivi pour nous permettre avec l'appui de la NASAP pour qu'on puisse faire le suivi dans un premier temps et puis aux riverains aussi de savoir que cette activité que nous faisons c'est dans le cadre de la protection de l'environnement et ça profite également à la localité avant la population en général. Donc je les appelle vivement à prendre soin de ces arbres que nous venons de planter aujourd'hui et aussi à contribuer à la protection de ces arbres pour que ça puisse quand même grandir dans de bonnes conditions. Vous allez constater qu'après 2 ans, il y a des arbres qui ont évolué, puis la voie. Par contre, à certains endroits, vous allez constater que ça n'a pas. Donc, je lance toujours l'appel aux riverains ici de prendre soin de ce joyau que nous venons de faire aujourd'hui. 6 sociétés se partagent cette tâche. Il s'agit de la CNSS, de la SGI, de GTA Assurance, OTR et DGDN avec pour partenaires techniques et financiers la NASAP. En moyenne, 3 à 5 000 plants sont mis en terre chaque année. En 2023, le groupe avait initié en parallèle une maison, un plan à Agouenivi. Et les Togolais ont respecté cette tradition de planter un arbre depuis 1977. Pourquoi une journée de l'arbre au Togo? Lieutenant-colonel Konzaou Essolina, directeur de l'inspection des ressources forestières. La journée de l'arbre a été instituée depuis 1977 par les hautes autorités de l'époque. Suite aux longues périodes de sécheresse qu'a connu le pays dans les années 70, avec son lot de conséquences socio-économiques et environnementales. Donc la journée a été instituée pour amener tous les Togolais à planter et entretenir au moins un arbre. Oui. Et ceci pour limiter l'avancée du désert. Nous sommes à quelque part de l'avancée du désert, puisque quand vous voyez la région des savanes, oui, qui fait limite avec le Burkina Faso, qui est un pays sahélien, et donc le désert est en train d'avancer à grands pas vers le Togo. Et depuis 3 ans maintenant, on parle de la campagne nationale de reboisement. Pourquoi ce changement? Retrouvons le lieutenant-colonel Konzaou Essolina. À partir de 2020, le gouvernement a défini une feuille de route 2025. Et à travers cette feuille de route, le gouvernement compte relever le taux de couverture forestière du Togo à 25%. Dans la même dynamique, une ambition de 1 milliard
d'arbres a été définie à l'horizon 2030. Donc vous convenez avec moi que planter un arbre et l'enterrer chaque 1er juin ne permettrait pas de réaliser cette ambition. C'est pourquoi nous parlons désormais de la campagne nationale de reboisement qui va au-delà du 1er juin. Donc cette campagne, d'abord elle commence avant le 1er juin et puis on lance officiellement le 1er juin et se poursuit après le 1er juin. Donc la campagne nationale de reboisement couvre toute la période de la saison des pluies. On n'attend plus le 1er juin. Voilà. C'est ça la différence entre la célébration des 1er juin qu'on a connu avant 2021. Et celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit-on. La journée du 1er juin rappelle justement la vision éclairée de feu président Gnassingbé Adéman. Il a très tôt pris conscience de l'avancée de la déforestation au Togo en consacrant en 1977 le 1er juin la journée nationale de l'arbre, historique et évolution de la journée de l'arbre au Togo. Juliette Kamdé. La journée de l'arbre a été instituée avec pour objectif de faire du Togo un cadre vert. Après un début assez prometteur, l'opération de reboisement du 1er juin s'est très vite résumée à des actes symboliques sans suite. Au même moment, la déforestation s'est accélérée. Face à cette situation, le gouvernement change de paradigme. La journée de l'arbre, c'est tous les jours. On plante, on entretient. Une innovation apportée dès 2021. Folibazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à la maison et que maman et les enfants décident de mettre dans la cour un plan, vous allez constater que le suivi de ce plan-là est différent du plan que le jardinier a mis. Il n'est pas étonnant que chaque matin, tous les enfants de la maison cherchent à arroser le plan parce qu'il n'a pas plu. Parce que justement, c'est un choix. Ils ont voulu eux-mêmes mettre un arbre. Donc, ils veillent à ce que l'arbre se développe tel qu'ils le veulent. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut tout faire pour que le Togolais épouse l'envie de reboiser. Les études montrent qu'entre 1990 et 2015, le Togo a enregistré un taux annuel de déforestation de 0,42%, soit une régression de la surface forestière d'environ 5679 hectares par an, contre 2000 hectares reboisés. L'ambition aujourd'hui, c'est d'atteindre 1 milliard de plants mis en terre d'ici 2030. Et ce 1er juin, les parents sont aussi à la une. Ils jouent un rôle crucial dans la vie de leurs enfants et dans la société en général. Ce 1er juin est donc une occasion de rendre hommage aux parents et mettre en lumière leur rôle dans la vie de leurs enfants. Esther Kolani, Gontran Gamado, Sibi Lawson. Loin d'être de simples figures d'autorité, les parents sont des piliers essentiels de la société et des éducateurs hors pair. Ils sont les premiers protecteurs et guides de leurs enfants, les aidant à grandir et à s'épanouir. Les parents ont une multitude de responsabilités, jonglant entre obligations professionnelles et familiales. Malgré ces défis, ils continuent d'assumer leur rôle avec amour, persévérance et patience, garantissant à leurs enfants une vie convenable. La Journée mondiale des parents est une occasion pour célébrer l'amour et le soutien parental. C'est aussi une opportunité de leur renouveler la reconnaissance, les soutenir et créer un monde où tous les parents peuvent s'épanouir. Enfin, il s'agit pour eux d'élever leurs enfants dans un environnement sûr et aimant. Une autre journée, celle-ci a été observée hier, c'est la journée mondiale sans tabac. Cette année, il est question de protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. L'une de ces drogues proposées aux jeunes est la chicha. Sa consommation est plus dangereuse que celle de la cigarette ordinaire. Hervé Segbonou nous en parle justement dans ce dossier.
L'interdiction de la consommation du tabac dont la chicha au Togo semble ne rien dire à beaucoup de personnes, notamment les jeunes. Chaque soir, dans les bars, les VIP et les boîtes de nuit, on observe des groupes de jeunes autour des dispositifs de chicha. Plusieurs raisons expliquent ces comportements, selon Dr Debozinsou, psychologue clinicien. Ces jeunes le font par suivisme, pour remplir un certain nombre de critères d'appartenance à un groupe d'amis, à un cercle. On pourrait aussi pointer du doigt leur jeune âge. La consommation de la chicha consiste en l'inhalation de la fumée aromatisée qui procurerait du plaisir aux jeunes consommateurs et les faisait voyager dans un monde imaginaire, des sensations dangereuses pour l'organisme. Docteur Deboué. Le tabac est à la base de plusieurs cancers dans l'organisme du fumeur. Le cancer de l'œsophage, le cancer de la gencive, le cancer de l'estomac. La santé mentale, la consommation du tabac va entraîner chez le consommateur l'addiction au tabac et plus précisément cette substance que contient le tabac qui est la nicotine. Arrêter de fumer la chicha est possible. Pour y arriver, il faut une dose de volonté de tout ce qui s'adonne à sa consommation. Pour arrêter de consommer la chicha, le jeune doit dans un premier temps prendre conscience du caractère pathologique de la consommation de la chicha dans sa vie. Il va faire ce que nous appelons une remise en cause pour essayer de voir quels sont les inconvénients et les avantages que cette consommation lui procure. Il lui revient maintenant de prendre les bonnes décisions qui vont l'amener vers l'arrêt. Si la personne présente une dépendance sévère et que malgré les multiples efforts, il n'arrive pas à arrêter la consommation de la chicha de lui-même, il va falloir que ce jeune puisse maintenant demander de l'aide à des professionnels de la santé mentale spécialisés dans l'addictologie et qui seront l'accompagner sur le plan médical, psychologique, social, éducatif pour qu'il puisse aller vers l'arrêt de la consommation de la chicha. En somme, la chicha est dangereuse. Il est vivement souhaitable que les jeunes ne l'essayent même pas car ils sont la relève de demain. À l'étranger, en Afrique du Sud, alors que le décompte des voix des élections générales de mercredi dernier est quasiment bouclé à 97%, les résultats confirment le désamour des électeurs pour le parti au pouvoir. Le Congrès national africain ANC reste le premier parti du pays, mais est fortement sanctionné. Le parti de Cyril Ramaphosa n'obtient que 40% environ. Il perd ainsi sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, du jamais vu depuis la fin de l'apartheid. Et parmi les causes expliquant l'affaiblissement de l'ANC se trouve son ancien président Jacob Zuma, qui a fait défection en décembre pour former le parti MK, qui réussit l'exploit de devenir la troisième force politique d'Afrique du Sud avec environ 15% des voix selon le décompte presque final. En deuxième position, l'Alliance démocratique peut compter sur environ 22% des voix. À Madagascar, 3 jours après les élections législatives, les accusations de fraude électorale se multiplient de part et d'autre. Le jour du vote, le 29 mai dernier, l'opposition s'est empressée de dénoncer des irrégularités, selon elle, perpétrées au sein même des bureaux de vote. Et puis l'Union européenne a adressé cette semaine un carton jaune au Sénégal. Et il s'agit d'un premier avertissement en raison de pratiques de pêche jugées illicites alors que l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal expire en novembre 2024. C'est un signe fort quelques semaines après la publication de la liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises par le nouveau ministre de la Pêche. L'Union européenne a identifié le Sénégal comme étant un pays non coopératif dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée à la suite de plusieurs années de lacunes et d'un manque de coopération. Ceci est un avertissement, le temps d'entamer un dialogue et de laisser la possibilité aux nouvelles autorités de proposer des solutions.
Rubrique invitée à présent, érosion du sol, glissement de terrain, coulée de boue ou encore inondations sont souvent liées aux fortes pluies. Lomé connaît déjà des inondations après les premières pluies de la saison en cours. Nous en parlons avec Dr Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Il répond aux questions de Juliette Camdet. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. La saison des pluies, ça démarre fort. À quoi doit-on s'attendre? Merci, Madame Juliette, pour vos préoccupations. Alors, je voudrais, d'entrée de jeu, dire que la période de saison pluvieuse que nous traversons avec des pluies abondantes ou diluviennes, elles ne sont pas propres au Togo. C'est pratiquement toute la sous-région qui subit actuellement cette situation. Donc, c'est une situation qui est un peu générale. Et je voudrais ajouter pour dire que les études l'ont prouvé avec ces derniers temps ce que nous vivons, et cela à travers, bien sûr, les concertations autour de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et donc, pour le Togo, il a été relevé que le pays va être exposé à l'aléa inondation. Bien sûr qu'il y a d'autres aléas, mais la grande tendance aujourd'hui pour l'ensemble du pays, c'est l'inondation. Et particulièrement les deux régions extrêmes. Je veux parler de la région des savanes et la région maritime qui sont plus affectées par cet aléa. Oui, nous sommes dans la saison pluvieuse, dans la partie méridionale du pays, c'est-à-dire les deux régions, plateau et maritime. Et selon les prévisions météo, effectivement, ces pluies vont aller de normal à excédentaire. Ça veut dire que des moments vont arriver où nous allons enregistrer des pluies diluviennes. C'est ce qui est en train de se produire en ces moments. La ville de Lomé et ses environs enregistrent ces pluies-là avec, bien sûr, les conséquences que nous observons, nous constatons tous. En tant qu'individu, quelles mesures faut-il prendre pour minimiser les risques d'inondation? Oui, aujourd'hui, je ne peux pas vivre dans un milieu sans connaître mon milieu. Je dois connaître mon milieu. Est-ce que j'habite une zone qui est proche d'un cours d'eau ou une zone de rétention d'eau et autres? Ça, c'est très important. Et après ça, il faut savoir véritablement apprendre vraiment de l'aléa auquel l'on est exposé. Une fois qu'on a une idée sur l'aléa auquel on est exposé, on sait prendre des dispositions. Et c'est surtout à ça que l'Agence nationale de protection civile, de jour comme de nuit, vraiment se bat pour vraiment informer les populations sur les dispositions qu'elles devraient prendre avant, pendant et après la manifestation d'un aléa, que ce soit l'aléa inondation, vent violent ou l'érosion côtière et autres. L'Agence nationale de protection travaille avec les différents acteurs concernés pour la sensibilisation à l'effet d'amener les populations, les communautés à prendre conscience de leur situation vis-à-vis de tel aléa, afin qu'elles sachent les dispositions qu'elles doivent prendre ou respecter. Docteur, mais comment expliquer ces pluies abondantes? Quelle est leur origine? Merci Juliette pour cette question. Alors l'origine des pluies que nous enregistrons aujourd'hui n'est l'apanage de qui que ce soit, c'est la nature qui commande. Et des travaux de recherche ont prouvé et l'ont lié vraiment au phénomène des changements climatiques qui fait objet aujourd'hui
préoccupation, de débat, de réflexion dans tous les milieux afin qu'on trouve des solutions pour minimiser l'impact de ce phénomène. Alors, c'est dit que le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet seront des mois d'intenses pluies pour nous dans la partie méridionale. Et le mois d'août va être un mois ralenti dans les pluies, mais elles vont reprendre de plus belle la petite saison pluvieuse septembre-octobre, qui souvent sont encore des mois critiques par rapport aux pluies. Alors, ces pluies, comme nous l'avions dit, nous ne pouvons pas les arrêter, elles vont tomber en abondance. Maintenant, quels sont les comportements que nous-mêmes nous adoptons qui favorisent, qui font que l'inondation nous prend en étau? Tout vient de comment nous organisons notre cadre de vie. Ça, c'est important. En premier, est-ce que je dois aller construire dans une zone inondable? Non. Je ne peux pas aller construire ou aller m'installer ou aller habiter dans une zone inondable, que d'ailleurs d'autres ont bien appelé des zones non aedificandi, des zones qui sont interdites d'installation humaine ou d'habitation. Et donc, en principe, pour acquérir une parcelle qui doit servir d'habitation, il est très important de se renseigner, d'avoir suffisamment d'informations. Et pour ça, je crois que le gouvernement a mis en place des structures qui s'occupent. Il y a le ministère en charge des domaines, le ministère en charge du cadastre, plein d'autres structures existent pour nous accompagner dans le choix, le site de la parcelle que nous voulons habiter ou construire notre habitation. Et donc, quand on se lève comme ça à l'improviste pour aller acquérir une parcelle et puis on construit, peut-être à l'achat, c'est au moment de saison sèche, puis bon, on ne voit aucun signe et on va aller acheter. Et donc, on ne doit pas aller habiter ces zones de dépression et autres là. Il faut nécessairement éviter d'aller habiter ces zones-là. Pour certains, la réalisation des travaux de réaménagement des bassins serait la cause de ces inondations. Je vais vous dire tout à fait que ce n'est pas vrai. Non, plutôt, l'aménagement vient pour minimiser l'impact. Vous allez voir là où il y a les bassins de rétention ont pour fonction d'accumuler les premières heures des pluies, les eaux de ruissellement qui devraient aller envahir ou inonder les populations. Et donc, ces bassins sont construits sur la base des normes. Je crois qu'à Lomé, ici, nous en avons plus d'une cinquantaine, voire une soixantaine de bassins qui tapissent l'espace du Grand Lomé. Certains sont aménagés, ce que nous appelons des bassins artificiels, et puis certains sont dans un état sauvage. Ça, c'est des bassins de dépression qui sont encore dans un état non aménagé. Dit que c'est l'aménagement qui est à l'origine du tout pas. Je vais donner l'exemple du bassin du Caméléon, les bassins qui se trouvent au niveau des Deux Lions, et le bassin. Il y a un réseau de bassins dans cette zone-là qui remonte jusqu'au niveau de GTA. Donc, ces bassins sont en vase communicant pour permettre, lorsque un est trop rempli, trop plein, qu'il déverse dans un autre. Mais il se trouve parfois que le relief ne facilite pas l'écoulement gravitaire. Et lorsque l'écoulement gravitaire n'est pas aussi aisé, le déversement d'un bassin de rétention à un autre prend un peu du temps.
Avant d'entrer en studio, vous évoquiez l'attitude de certaines personnes qui ne favorisent pas vraiment le drainage de l'eau dans les bassins. Le gouvernement a construit certains bassins et leur bon fonctionnement va être appuyé de la disponibilité d'un moteur de pompage. Et certains moteurs sont dans l'eau. Nous ne les voyons pas et refoulent l'eau. Lorsque ces bassins venaient à être remplis d'ordures de tout genre, vous comprenez avec moi que le moteur qui, pour pomper, aspire l'eau pour la refouler. Et donc, aspire également toutes ces ordures, de telle sorte que des moments arrivent que la tuyauterie est bouchée. Il faut à chaque fois faire descendre des gens pour déboucher. C'est très fréquent dans pratiquement tous les bassins dotés de moteurs. Et donc, cette attitude d'incivisme ne facilite vraiment pas le travail. C'est là où je trouve vraiment la difficulté et que les populations doivent comprendre. Que ce soit en temps normal ou en saison pluvieuse, je prends ma poubelle et nuitamment, personne ne me voit, et je m'en débarrasse, je jette soit dans la rue ou dans les canaux de drainage. Les eaux de ruissellement accompagnent ensuite ces jets d'ordures vers les zones d'accumulation des eaux. Et donc, là où il y a ces moteurs de pompage, les moteurs sont bouchés. Et je peux vous dire, vous allez voir ces ordures de toute nature dont je parle, vous allez voir des matelas, des matelas en éponge, vous comprenez ce que je dis. Des tissus de toutes sortes, les plastiques, les bouteilles en plastique, un peu de tout, qui contribuent vraiment. Et donc, cela ralentit le pompage par le moteur. Et donc, quelque part, nous-mêmes, communauté, qui le gouvernement a construit les bassins de rétention, au lieu que ça nous aide à minimiser l'impact des inondations, c'est le contraire. Faisons un effort d'éviter de jeter l'ordure n'importe où. Aujourd'hui, il y a des structures qui existent avec toute la facilitation afin qu'il y ait une bonne gestion de l'ordure dans nos milieux, dans notre espace de vie. Conformons-nous un peu pour voir quel va être le résultat pour nous, si nous gérons très bien nos ordures. Dr Nelson Akibori, merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Les Échos du Palais pour poursuivre ce journal magazine pluriel. Un homme soupçonne son voisin d'être l'auteur de la grossesse de sa femme. Il tente alors de le tuer. Accusé d'homicide volontaire avec préméditation, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Angèle Huntonji. Par une nuit d'avril 2016, aux environs de 22 heures, le sieur Simon, très fatigué, dormait dans sa véranda. Soudain, son sommeil est écourté. La cause, il est agressé par le nommé Watové, un de ses voisins qui essayait de lui trancher la gorge avec une machette. Lorsqu'il a tenté de se défendre, un autre coup lui est asséné à la tempe droite et un autre encore à la tête, puis il perd connaissance un petit moment. Ayant repris connaissance, il alerte sa sœur et les autres voisins par ses cris agonisants. Il est évacué à l'hôpital de Ngotien, puis au CHU Sylvanus Olympio, avec de multiples blessures profondes et plusieurs fractures de larynx. Heureusement, Simon est sauvé. Interrogé, il a reconnu son agresseur. Il s'agit bien de Watové qu'il a vu dans son sursaut après le premier coup de machette à la gorge. Des témoins ont aussi affirmé que le sieur Watové en voulait à mort à Simon. Le motif, la grossesse que portait la femme de Watové serait celui de Simon. La nuit du crime, des habitants ont aussi aperçu Watové dans les environs. Reconnu coupable, Watové est condamné à 15 ans de réclusion ferme. Et sans transition, nous passons au sport. Football, la rencontre du 5 mai prochain face au Sud-Soudan est très capitale pour les éperviers en quête d'une qualification. Plusieurs cadres de la sélection sont déjà arrivés et multiplient les séances. Kilim Poyoti.
La journée de vendredi a été marquée par une double séance axée sur la mise en place tactique de l'équipe face à l'adversaire, notamment le Soudan du Sud. Arrivé dans la nuit du jeudi à vendredi, Ilas Bebou, pensionnaire de la Bundesliga, s'est entraîné dans l'après-midi. Evra Agbenyo s'est aussi entraîné, mais il reste en observation pour cause de souffrance à la cheville. D'autres joueurs, à l'instar de Kevin Bouman, pensionnaire de la Ligue 2 française, sont très impatients de mouiller le maillot pour la sélection nationale. Objectif crucial, une victoire qui est une obligation pour aller à Kinshasa Ragayardi pour défier les félins congolais 4 jours plus tard. La population est invitée à soutenir au maximum les éperviers qui voudraient rééditer l'exploit de 2006. Les autres rencontres au programme de cette troisième journée, Sierra Leone reçoit Djibouti, duel fratricide entre les voisins de fleuve Ubangui-Chari, République centrafricaine face au Tchad. La Namibie visite le Libéria et en décalé dans la soirée, Tunisiens et Équato-Guinéens seront sur le pont. Autre discipline, le 29e tour international cycliste du Togo sera lancé le 3 juin prochain, donc lundi. Plusieurs équipes venues d'Europe et d'Afrique sont déjà présentes sur le sol togolais. Les 5 régions économiques du Togo accueilleront les cyclistes dont l'épilogue aura lieu à Lomé le 9 juin. Et dernier virage de ce journal Magazine Pluriel, la revue de presse. Léontine Atogima nous présente quelques sujets à la une des parutions de la semaine. D'abord, la crise énergétique expliquée par la ministre en charge de l'énergie, Mila Aziablé. Économie et développement titre à sa une, la ministre Mila Aziablé rassure les Togolais. Nous travaillons activement à rétablir la fourniture d'électricité dans les meilleurs délais. Le bimensuel précise que la ministre en charge de l'énergie a fait cette sortie devant la presse afin de situer les Togolais sur les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Selon elle, la crise énergétique n'est pas liée à une ardoise que le Togo aurait laissée auprès des fournisseurs, comme le prétendent ces fausses informations, mais plutôt à une combinaison d'événements techniques que la ministre a expliqué en 3 principaux points. D'abord, des problèmes de maintenance des centrales électriques au Ghana qui ont entraîné la réduction des importations d'électricité togolaise en provenance de ce pays. Ce problème est suivi des travaux de maintenance d'envergure sur les installations de production de gaz naturel au Nigeria. Ainsi, il a été constaté une réduction des volumes de gaz destinés au Togo, au Bénin et au Ghana pour alimenter les centrales de production d'électricité. Et puis le troisième problème relève aussi des travaux d'envergure sur les infrastructures de transport de gaz au Nigeria qui ont accentué le déficit de production de gaz. Cela a malheureusement eu des répercussions sur sa production nationale d'électricité, relate la ministre Mila Aziablé, toujours dans les colonnes de économie et développement. Ces explications de la ministre ne rassurent guère la lanterne. Léontine, vous évoquez ensuite la campagne de recensement de l'Office togolais des recettes. Oui, elle concerne les communes Golfe 2 et 4, révèle le journal Canal D qui ajoute que l'objectif de cette opération de recensement foncier est de constituer un système d'information foncière. Ce système comprendra tous les immeubles bâtis ou non bâtis et leurs propriétaires respectifs, la géolocalisation des propriétés foncières et la mise à jour des informations littérales et cartographiques du plan cadastral. L'OTR appelle les populations de Golfe 2 et 4 à coopérer pour la réussite de la campagne qui se déroule du 27 mai au 27 juillet prochain, écrit Ouara les vainqueurs. L'hebdomadaire poursuit en indiquant que cette campagne n'a rien à voir avec le paiement des impôts selon ses organisateurs. Et puis les inondations suite aux dernières pluies à Lomé ont aussi retenu l'attention des parutions. Lomé dans l'eau note la manchette. Togo Matin note également que des averses diluviennes surgissent ces temps-ci, créant des problèmes majeurs d'inondation, entravant le quotidien de chaque habitant. Le changement, pour sa part, s'inquiète que les populations soient toujours dans l'eau à la moindre pluie au Togo. Et ce, malgré les milliards investis pour des ouvrages de drainage des eaux pluviales, déplore l'hebdomadaire. Focus Info abonde dans le même sens et fait cette observation. Bassin de rétention d'eau, l'envers du décor.
Togo Press va également dans le même sens et souligne que des dispositions à prendre pour minimiser les risques et impacts sont divulguées par l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. Parmi celles-ci, un numéro vert, le 170, est mis à la disposition des populations pour alerter et diriger les services de secours vers les zones sinistrées. L'ANPC se fait également le devoir d'expliquer à travers les médias le phénomène des inondations ainsi que des mesures de prévention et d'alerte à prendre pour minimiser les risques et impacts, évoque le Grand Quotidien national. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, c'est la fin de ce journal magazine pluriel. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'arbre au Togo. Plus de 2 millions de plants mis en terre ce 1er juin. Vous avez eu écho des opérations dans ce journal. Et puis les parents sont aussi à la une ce 1er juin. Il est question de mettre en lumière leur rôle dans l'éducation de leurs enfants. Et puis l'invité du journal magazine pluriel, c'était Dr Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Il a évoqué dans ce journal les problèmes d'inondation liés aux fortes pluies de ces derniers jours. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg